Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver en ce mois d'août pour le programme d'été de TV Liberté. Et on vous propose aujourd'hui de suivre notre Zoom d'été avec Philippe Randa. Et pour en savoir plus sur lui, eh bien, il répondra au petit questionnaire que vous connaissez bien maintenant. On se retrouve juste après. Et pour ce Zoom d'été, on retrouve Philippe Randa. Et pour commencer, on va retrouver un petit peu son parcours. Il va nous raconter comment est-ce qu'il s'est formé, comment est-ce qu'il a atterri à TV Liberté. Et puis ensuite, quels ont été ses petits objectifs et quelles seront ses petites nouveautés éventuellement qu'il va nous présenter. Un long parcours pour arriver à TV Liberté. Eh bien, j'ai commencé ma carrière professionnelle, je pense, si ça vous intéresse. Au décès de mon père, qui était romancier, ne sachant pas quoi faire, et puis surtout, il avait toujours été décidé que je serais écrivain. Mon père avait décidé ça, me l'avait toujours dit, me l'avait pas imposé, mais c'était... Puis, avant son décès, je ne pensais pas tellement à devoir ni gagner ma vie, ni faire grand-chose, sinon à m'amuser. Donc là, il a bien fallu s'y mettre. J'ai fait ce pourquoi j'entendais dire que j'étais prétendument fait. Et vous avez commencé à quel âge? À 19 ans. Donc j'ai écrit mon premier roman de science-fiction à 19 ans, ce qui m'a permis d'ailleurs d'oublier le chagrin de la disparition de mon père. Il se trouve que ce premier roman a été accepté par un éditeur qui m'a donc permis le pied à l'étrier, permis de vivre, permis d'en écrire un autre, puis un autre, puis voilà. Et j'en ai écrit quelques-uns comme ça pendant, en gros, une douzaine d'années. J'ai vécu de ma plume. Écrire, et puis aussi une deuxième passion qui est née de l'écriture, je suppose, l'édition ensuite. Ah, l'édition, c'est plus tard ça. Donc, parce qu'au bout d'une douzaine d'années où j'avais essayé beaucoup de genres, commencé le roman de science-fiction, le roman populaire, d'espionnage, érotique. J'ai fait des documents sur des livres alors assez variés, une biographie du général Patton, un panorama de la communauté homosexuelle. Oui, on s'est demandé pourquoi j'avais écrit un livre sur la communauté homosexuelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, j'étais pas concerné par cette communauté, mais en fait j'ai eu un contrat d'édition pour ça. Donc ceci expliquant cela. Et puis je me suis pris au jeu, si j'ose dire, au jeu littéraire bien sûr. Et donc j'ai écrit également un dictionnaire de la collaboration, dictionnaire commenté de la collaboration. Voilà, donc c'était des genres très différents. Et puis j'entendais toujours parler dans l'édition que le problème, c'était pas les auteurs d'écrire les livres, c'était la diffusion. Et à ce moment-là, j'étais amené à découvrir la vente par correspondance. Je me dis, tiens, mais ça peut être une solution, la vente par correspondance. Du coup, je me suis lancé dans la vente par correspondance en diffusant principalement par correspondance avec un fichier que je me suis constitué au fur et à mesure, au fil des années, bien sûr. Tout en, parallèlement, j'ai voulu créer des journaux également, Pas de panique à bord notamment, qui a été une aventure qui a duré un peu moins de 2 ans. Et en fait, je me suis aperçu que je gagnais de l'argent en éditant des livres et que j'en perdais beaucoup en éditant... pas en écrivant, non, mais en éditant des journaux. Donc j'ai arrêté la presse. J'ai recommencé ensuite avec mon complice et ami Nicolas Gauthier pour le journal Flash. Mais je me suis consacré à l'édition tout en continuant d'écrire. Donc j'ai toujours gagné de l'argent en écrivant des livres et en publiant. Gagner de l'argent ne veut pas dire qu'on s'enrichit, hélas. Qu'on puisse en vivre tout à fait. Oui, j'ai pu en vivre. C'est une activité que j'ai maintenant depuis quasiment un quart de siècle. 12 ans en tant qu'écrivain et le reste du temps, on calculera si on le veut, en tant qu'éditeur et écrivain, mais surtout éditeur. Et puis un jour, un ami, Tristan Bordrel pour ne pas le nommer, m'a parlé d'un projet qui était en cours avec Philippe Millot, un projet de télévision sur le web. Et c'était donc ça, la fameuse arrivée sur TV Liberté. C'était la première fois que j'en ai entendu parler, voilà. Alors, il m'a demandé si j'avais des idées d'émissions, enfin, qu'il cherchait évidemment à constituer une équipe, Bon, j'avoue que j'étais intéressé, le projet me paraissait audacieux. Dire que je croyais dans ce qu'est devenu le groupe Liberté,
Comme tout le monde, comme beaucoup, j'y croyais modérément, mais enfin, pourquoi pas. Vous savez, les projets les plus fous sont souvent ceux qui peuvent réussir, la preuve. Et puis, un jour, Martial Bild m'a appelé pour faire partie des sociétaires de son émission Bistro Liberté. Vous faites partie des vieux de la vieille les sociétaires de Bistro Liberté. Je pense pas, j'en suis sûr, je suis le plus ancien. Puisque Caroline Encore Parmentier, présent. qui pour l'instant n'en fait plus partie, j'espère qu'elle reviendra parmi nous, mais pour d'autres raisons professionnelles, était l'invitée de la première émission, mais pas la sociétaire, et elle a été sociétaire pendant de nombreuses années, dès la deuxième émission. Voilà. Donc je suis le plus ancien de Bistro Liberté, effectivement. Combien de numéros à votre actif, à votre avis, là? D'émissions ? Oui, de numéros d'émissions. 105 ou 106, a dit Martial dernière fois. Voilà. 105 ou 106 émissions Oui, avec voilà, Philippe après. Randa. Voilà, donc vous êtes quand même assez incontournable. Sur les 105 ou 106, il y en a à peu près une dizaine où je n'étais pas présent. Ah oui, d'accord. Et puis, c'est pas tout. Dans le groupe Liberté, je co-anime avec Roland Elie l'émission Synthèse sur la radio Liberté, cette fois. La dernière émission se fera en juillet de cette année, puisque à partir de septembre, normalement, l'émission va devenir TV. Voilà, notre émission va être TV. Donc on va adapter un peu notre émission avec les chroniques d'Aristide Lecate et de Pierre Delobier. On va adapter, Roland et moi, l'émission à être derrière les caméras filmé. cette fois, pas uniquement derrière les micros. Donc, vous l'aurez compris, pendant votre été, vous pourrez retrouver donc la dernière émission radio de Synthèse nationale. Et puis, c'est-à-dire qui n'est pas encore tournée, mais sinon on peut toutes les écouter sur le podcast. On va sur le site de TV Liberté ou le site de la revue Synthèse nationale ou de France Phi Diffusion, mon site de vente de livres. Oui, il y a tout de suite le lien pour aller écouter toutes les émissions. Mais elle sera prête au moment où la tout le monde regardera ce Zoom. Ce Zoom oui, elle sera terminée, c'est voilà. Vrai. Alors, nous allons passer maintenant au questionnaire personnalisé, après avoir fait ce rapide tour de votre émission, enfin de vos émissions, pardon, de votre place en tant que sociétaire dans Bistro Liberté. Et puis, donc, on n'oublie pas votre émission de Synthèse nationale. On peut me permettre un dernier mot, on va me le reprocher si je veux pas. Alors dites-le. Évidemment, ça c'est mon aventure personnelle à TV Liberté, mais il y a aussi toute l'histoire de TV Liberté que Marie-Simone Pouboulon et moi-même avons écrit, un livre qui s'appelle Le Défi et qui retrace toute l'aventure du groupe Liberté. Ça, il fallait en parler. C'était votre petit dernier né. C'est mon dernier livre, voilà. En tant qu'écrivain. Co-auteur. En tant qu'écrivain, co-auteur. Alors, justement, donc on va revenir sur ce rêve que vous avez toujours eu, cette envie de devenir écrivain. Vous êtes devenu écrivain à 19 ans, donc. Mais à l'âge de 10 ans, est-ce que vous aviez une autre idée en tête? Quel métier vous souhaitiez faire? Alors, je ne sais pas si c'est exactement 10 ans, mais j'ai toujours pensé que si je n'avais pas été écrivain ou homme politique, j'ai failli faire de la politique. J'étais un militant politique, j'ai arrêté rapidement, mais je me suis dit, puis il y a une carrière politique, une carrière d'écrivain, très vite ça a plutôt été la carrière d'écrivain. Et puis alors, tout le contraire de ce qu'est ma vie, j'aurais voulu être mercenaire. Parce que les mercenaires, je m'étais mis dans l'idée, ce qui est assez vrai, qu'on court des risques, mais on vit intensément, passionnément, tout de suite, dans l'action, et on gagne vite de l'argent qu'on peut aller dépenser ensuite avec les frayeurs qu'on a connues. Voilà, c'était à plus ou moins 10 ans, quoi. Après, je suis devenu plus raisonnable sur mes capacités et sur un métier moins à risque. Bon, et puis à 10 ans, être mercenaire, ça vous aurait rapporté pas mal de bonbons et d'entreprises alimentaires par la suite. Et justement, donc mais mercenaire, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai toujours un respect pour les gens, qui s'engagent, voilà, qui risquent leur vie, qui n'ont pas d'idées, puisque eux, ils le font pour la solde et non pas pour les idées. Après, effectivement, j'ai la même admiration pour les gens qui, eux, mettaient leur vie, quelles que soient leurs idées, mais leurs opinions au bout de leur fusil et de leur vie. Un symbole de liberté pour vous, vous n'allez pas me dire la plume de l'écrivain, si? Un symbole de liberté, écoutez, il y en a beaucoup à notre époque. Un seul, c'est différent, mais je constate que nous vivons une époque où les libertés
individuelle, personnelle, se réduisent comme peau de chagrin. On parle toujours de la liberté avec un grand L, alors que dans la vie courante, voilà une liberté toute simple, toute bête, qui n'est pas celle de tout le monde. L'ostracisme qu'on fait vis-à-vis des fumeurs est une chose qui me choque. J'ai fumé, j'ai arrêté de fumer, j'ai repris. J'ai toujours demandé si le fait de gêner ne gênait pas les gens autour de moi. Bien évidemment, c'est une question d'éducation et de bon sens. Mais voilà, quand je vois les films des années passées et je vois où tout le monde fumait et visiblement ça ne dérangeait personne, je me dis cette tolérance-là a disparu. Et ces petites libertés-là, vous voyez, c'est une chose qui me manque dans la société. Alors je prends l'exemple de la cigarette. Il y a beaucoup d'autres exemples de petites libertés individuelles que j'ai connues dans mon enfance, dans mon adolescence et dans une partie de ma vie, et que j'ai vu petit à petit disparaître. Vous avez pu fumer dans les avions ? Non, parce que j'ai pas pris l'avion au temps où j'avais besoin de fumer. Et puis, j'aurais pas forcément fumé. Mais c'est vrai qu'avant, on pouvait fumer partout. Ça aurait été un double symbole de liberté. Tout à fait, effectivement. Maintenant, en plus, les contrôles, je viens d'apprendre que, par exemple, pour une piqûre de vaccin, j'ai fait un rappel de vaccin pour mon fils. Il faut une autorisation maintenant du médecin, une ordonnance pour... Alors je me dis, c'est pas possible cette vie où on est contrôlé, où pour les choses les plus évidentes, on est obligé d'avoir des ordonnances, des autorisations, des contrôles. Et voilà. C'est cette nouvelle société qui m'effraie un peu au nom de la liberté. Cette liberté est bafouée chaque jour dans des petits détails de la vie courante. Alors, des choses qui sont insupportables à vos yeux, on l'a compris, c'est le manque de liberté. Y a-t-il un défaut qui est, lui, particulièrement odieux, selon vous ? Il y en a beaucoup, mais un qui m'horripile, enfin vraiment qui me met mal à l'aise, c'est souvent l'hypocrisie. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je préfère les gens clivants, les gens qui imposent leurs idées, mais au moins qui n'ont pas une attitude différente de leurs idées, même si parfois c'est un peu lourd et embêtant, que des gens qui tiennent un discours et qui ensuite font tout le contraire. Un exemple tout récent, le harcèlement sexuel et autres est une chose odieuse, mais que après les campagnes de délation, #MeToo et tout le reste, on s'aperçoit que qui chute, qui est visé, qui était responsable de tout ça, sont des gens qui avaient l'habitude de dénoncer ces scandales. Par exemple, la fameuse Ligue du LOL, les journalistes qui harcelaient par des tweets sur les réseaux sociaux des femmes notamment, ce sont des gens qui avaient des postes de responsabilité dans des journaux qui se faisaient fort de dénoncer justement le harcèlement des femmes et tout. Voilà, ce genre d'hypocrisie est une chose qui est particulièrement odieuse. Alors au contraire, est-ce qu'il y a une qualité qui est plutôt louable à vos yeux ? J'ai l'habitude de parler toujours de la persévérance dans ce qu'on fait, est toujours une chose louable. Là, j'ai envie de parler également de la tolérance. La tolérance, on est dans un monde qui est de plus en plus intolérant. Alors c'est un mot qui est aujourd'hui galvaudé, qui est généralement utilisé à tort et à travers pour permettre tous les laxismes de la société, de la justice ou autre. Et il faut être tolérant envers tout. Non, c'est pas ça la tolérance. La tolérance, c'est quand même admettre que des gens puissent vivre autrement sans que ce soit une chose insupportable, qu'on puisse permettre les comportements différents du moment où évidemment ces comportements ne gênent pas le reste de la communauté. Bon. Par exemple, je vais vous donner un exemple de tolérance, c'est de tolérance religieuse. Moi, je ne me cache pas d'être de philosophie païenne. Et là, quand on est de philosophie païenne, il est inconcevable d'être judéophobe, islamophobe, christianophobe ou je ne sais quoi encore. On admet toutes les religions dans leur existence. Voilà. Alors, on va venir à une partie un petit peu plus politique, du moins si vous l'entendez comme cela. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous, Philippe Randa ? Bon, on veut décidément toujours ramener à cette différence droite-gauche. Souvent, je dis que moi, je refuse le concept droite-gauche. Je pense que c'est un faux concept artificiel. Mais puisqu'on insiste et que vous persévérez par les valeurs, voilà. Alors moi, je vais tourner un peu cette question en expliquant que d'expérience, les gens qui se revendiquent de gauche,
j'entends les gens publics, politiques, artistes ou autres, sont des gens chez qui j'ai toujours noté de la haine. Dans les propos, dans les commentaires, ce sont toujours des gens qui veulent interdire, on sent qu'il y a en eux oui, le mot haine est palpable, et ça suinte de haine, leur discours. Et chez les gens qui se revendiquent de droite, là c'est la lâcheté, ça, incontestablement. Alors, donc voilà, ce qui ne me sent... qu'il y a en vous, je ne me ressens... Donc on a compris qu'il n'y a ni lâcheté, ni haine. Du moins, je le pense. Je peux avoir des réactions épidermiques, mais je ne me sens pas haïr qui que ce soit. Jamais je n'ai pensé à interdire quelques mouvements politiques ou quelques mouvements religieux ou autres. Il y a maintenant des lois dans la société pour protéger les citoyens. Si des partis politiques, des religions entravent cette liberté qui est définie par les lois de notre pays, là, effectivement, la loi doit s'appliquer, mais c'est tout à fait c'est différent. Mais je ne me vois pas, moi, haïr qui que ce soit, ni avoir peur de cacher mes opinions, ou en tout cas ce que je défends. Bon, puisqu'on a procédé par je la mention... Je ne parle pas de celle que l'on me prête. Bon, puisqu'on a procédé donc par la façon rayer la mention inutile, eh bien, on va vous demander quelque chose maintenant d'un peu plus précis. Est-ce que vous avez une citation favorite? Ah oui, politique. Pas nécessairement. Elle peut être aussi poétique. La mienne va être très politique. Le désespoir en politique est une sottise absolue, disait Charles Maurras. Eh bien, très bien. Quelle personnalité vous aimeriez inviter à dîner? Une personnalité qui peut être... décédée ou vivante? Morte ou vive, voilà. Morte ou vive, pardon. Écoutez, si j'avais pu un jour rencontrer et encore mieux dîner et parler avec Sacha Guitry, ça aurait été extraordinaire. Un dîner sans doute amusant et profond. Je l'espère. J'espère qu'il l'aurait été. Et j'espère qu'il aurait été pour lui, surtout. Oui, ce qui est toujours assez peu évident, en fin de compte, quand on dîne avec des personnalités qu'on n'est pas censé connaître. Souvent, quand on a une personnalité, on est beaucoup sollicité. Enfin, j'imagine que Sacha Guitry l'était beaucoup. Donc, il a dû aussi avoir beaucoup de dîners rasoirs. Et ne me demandez pas ce que je lui aurais demandé. Je n'en sais rien. Profiter du moment. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une boisson que vous aimez particulièrement, qui vous aide à retrouver la joie? Ah, le champagne, bien sûr. Le champagne. Le champagne est au-dessus. Et maintenant, j'ai découvert le crément. Alors, je tiens à dire que le crément est vraiment une boisson extraordinaire aussi. On ne va pas le comparer au champagne, parce que là, il va y avoir les talibans de la marque déposée champagne qui vont venir. Champagne, voilà. Mais contre j'ai découvert récemment le crément, et c'est bon, les créments. Mais il y a des très bons créments, évidemment. Et de toute façon, tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Et puis, s'il n'est pas bon, de toute façon, on met de la crème dedans. Voilà. Alors, quelles sont pour vous les vacances idéales? Les vacances idéales, je prends très peu de vacances, mais je commence à en prendre un peu là sur le tard. Oui, c'est vrai que j'aime bien partir et découvrir des endroits insolites. Et je m'aperçois, alors là je vais faire une lapalissade pour les gens, il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, mais je vais le répéter, la France est étonnante dans tous ses coins et recoins. Et ça vaut vraiment le coup de découvrir la France. C'est ce que je fais d'ailleurs avec mon ami. On prend aujourd'hui notre voiture et puis on va se balader au hasard et on découvre des endroits formidables. Alors, ça, et l'Europe, bien sûr, des endroits... Alors, étrangement, il y a un pays qui ne m'attire pas, mais je ne serais pas contre d'aller, mais je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis d'Amérique. Mais pas pour des raisons idéologiques, pas du tout. Mais si j'avais l'occasion, j'irais, bien sûr. J'aimerais beaucoup aller dans les Balkans. Ça, c'est un endroit qui me plairait. Donc peut-être que ça se fera tôt ou tard. Un futur voyage, donc. Qu'est-ce que vous lisez sur la plage ? Sur la plage, pour des raisons de... Je suis toujours aveuglé par le soleil, donc je lis rarement sur la plage. Je suis... Alors c'est marrant, parce que quand je lis, je suis aveuglé, mais quand je regarde parfois ce qui passe autour de moi, je ne suis pas du tout aveuglé. Je n'ai pas compris pourquoi. Philippe Randa aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Tout à fait. Et là, il peut faire soleil, ça ne pose aucun problème. Non, je lis rarement sur la plage. Et en fait, avec mon métier d'éditeur, je lis beaucoup de livres sérieux, des livres d'histoire, des essais, des documents. Alors pour vous détendre, pour m'en détendre, hors de votre je lis métier. Principalement des romans, et principalement des romans policiers, ce qui a été mon premier métier quand même. Écoutez, merci beaucoup Philippe Randa. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. Je compte bien. Et puis à la rentrée.
Je serai là, et vous aussi, j'espère. À bientôt. Merci. Dans le meilleur de TV Liberté, il y a évidemment ce passage fort de Marion Maréchal Le Pen dans nos locaux lorsqu'elle nous a annoncé son départ de la vie politique. Une interview exclusive qu'elle avait accordée à TV Liberté qui a par la suite été largement reprise dans l'ensemble des médias. On l'écoute tout de suite. Nous recevons sur TV Liberté Marion Maréchal Le Pen, députée de Vaucluse. Bonsoir Marion Maréchal. 10 600 000 électeurs, c'était dimanche, un score historique en pourcentage pour Marine Le Pen. Est-ce une réussite pour les idées que vous portez ? Il y a eu des points positifs et des points négatifs, comme je l'ai analysé dimanche. C'est vrai que ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu forcément une part de déception, c'est logique. Surtout quand on a la France chevillée au corps et au cœur et que l'on voit que les Français ont malheureusement choisi la continuité avec Monsieur Macron. Mais il y a quand même des points positifs, indéniablement, puisque déjà vous avez constaté une évolution dans ces entre-deux tours, entre 2002 et 2017, pas de grandes manifestations populaires comme nous les avons connues en 2002. Le Front républicain a quand même été largement ébranlé, ce qui est assez positif pour nous. Nous sommes parvenus à mettre en place des alliances avec notamment Nicolas Dupont-Aignan, qui j'espère en appellera d'autres, évidemment, puisque le but c'est de constituer, de recomposer cette vie politique française autour d'une grande alliance des patriotes, qui irait bien au-delà du Front National. Nous, vous le rappelez, nous avons obtenu un score historique d'électeurs. Donc il y a quand même des choses très positives pour engager notamment ces élections législatives. Il y a des choses, c'est vrai, plus négatives aussi, puisque il semblerait que nous n'ayons pas réussi à dépasser notamment cette inquiétude des Français sur un certain nombre de sujets, comme la question de l'euro, par exemple. Et puis il y a aussi le fait que nous ne soyons pas parvenus à expliquer aux Français que cette élection était bien un référendum pour ou contre la France, un référendum pour ou contre l'immigration massive, pour ou contre l'insécurité généralisée, pour ou contre l'Union européenne telle que nous la connaissons et nous la subissons aujourd'hui. Or, c'est malheureux parce que sur ces sujets, je suis convaincue que sur les idées, nous sommes majoritaires en France. Il y a quelques semaines, sur TV Liberté, dans ce studio, vous avez indiqué que vous seriez à nouveau candidate à la députation dans le Vaucluse. Vous avez changé d'avis ? Je n'ai pas en réalité changé d'avis. Ça fait maintenant quelques semaines, même si ce n'est que plusieurs mois, que j'ai bien réfléchi à quitter la vie politique française. J'ai pris la décision de, en effet, quitter cette vie politique française. J'ai été malheureusement victime d'un certain nombre d'indiscrétions dans la presse qui m'ont mis devant le fait accompli dans cette élection présidentielle, et j'ai fait le choix d'expliquer que je serais candidate parce que je ne voulais absolument pas parasiter la campagne présidentielle, je ne voulais pas faire perdre un temps précieux d'explication à notre candidate, à nos cadres, à nos militants sur le terrain. Et donc j'ai essayé, c'était de bonnes intentions, de limiter la casse en expliquant que je serais candidate. Je suis navrée d'avoir à me dédire aujourd'hui, mais comme je vous le disais, je l'ai fait avec de bonnes intentions. Ça parle clairement. Vous savez combien vous êtes populaire au sein du Front National, Marion Maréchal Le Pen, et de ce fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu de quitter le navire en pleine bataille, puisqu'il reste encore le 3e et le 4e tour? Non, mais c'est dur ce que vous me dites, et vous avez raison de dire évidemment qu'il y a une part d'affect. Et je pense en ce moment, quand je vous parle à mes équipes, à mes militants, à tous ceux qui ont fait aussi que je suis arrivée à ce niveau aujourd'hui. Mais je crois que ce choix s'impose. Voilà, il s'impose. Pour des raisons personnelles et politiques, je pense qu'on va y revenir. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'évidemment, je serai aux côtés des candidats qui le souhaitent dans cette élection législative, que j'accompagnerai d'ailleurs la transition dans le département de Vaucluse, que je serai évidemment en campagne avec eux. Donc je mènerai ce combat avec eux, à leur côté, même si je ne suis pas directement dans ce combat. Est-ce que finalement cette décision ne peut pas aussi être expliquée par votre volonté de ne pas rentrer en conflit avec la présidente du Front National ? Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que déjà il y a des raisons personnelles, je vous le dis franchement, puisque je suis chargée d'âme, j'ai une petite fille de 3 ans, j'en parle peu parce que j'ai beaucoup de mal avec la pipolisation de la vie politique, donc je tente de m'en préserver, mais aujourd'hui, si je dois être parfaitement honnête, ça rentre en ligne de compte, car je suis de celles qui pensent que si on est défaillant dans ses responsabilités immédiates à l'égard de sa petite nation, c'est-à-dire sa famille, je ne vois pas comment on peut être performant à l'égard de sa grande nation. Voilà. Donc je crois que mon devoir immédiat pour l'instant, c'est de répondre aux besoins de cette petite fille dont j'ai été beaucoup privée ces dernières années. C'est un impératif. Et puis la deuxième chose, je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne m'en suis jamais cachée, c'est que j'évolue dans le monde politique depuis
toujours. J'ai été élue très jeune. À partir de là, c'est vrai que j'ai été moi-même préservée, disons-le clairement, de certaines inquiétudes, de certaines préoccupations des Français, de certaines difficultés des Français, bien que j'ai toujours tenté d'y être attentive sur le terrain, de les défendre, évidemment, autant que faire se peut. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour moi aussi de me confronter à cela. Il est temps pour moi d'avoir une expérience autre que la politique. J'en ai besoin, j'en ai envie. Je crois que c'est nécessaire et si un jour je dois refaire de la politique, je suis convaincue que cette expérience-là, cette légitimité-là, je pourrais la mettre au service des électeurs, des Français et de mon pays. Marion Maréchal Le Pen, vous venez d'indiquer ici sur TV Liberté que vous n'étiez plus candidate à l'élection législative dans le Vaucluse. Est-ce que vous conservez votre mission qui est de présidente du groupe Front National en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Eh bien, à partir du moment où j'ai pris la décision de ne pas me représenter, c'est vrai que j'ai pris la décision d'aller au bout de ma logique, c'est-à-dire de quitter totalement la vie politique parce que je ne me voyais pas faire de la politique en demi-teinte et en demi-mesure après ce que j'avais pu vivre. Et donc, j'ai décidé également de démissionner du conseil régional d'ici quelques semaines, le temps pour moi de faire la dernière session, de voir mes conseillers régionaux et de faire le transfert de pouvoir, si je puis dire, de la présidence du groupe. Donc je quitterai en fait totalement et définitivement, en tout cas pour quelque temps, la vie politique d'ici quelques semaines, je pense fin juin. Mais par ailleurs, vous êtes aussi responsable politique, vous avez des responsabilités au sein du Front National dont vous êtes adhérente. Est-ce que là aussi vous renoncez ou vous vous effacez? Alors il est évident qu'à partir du moment où je quitte la vie politique, je quitte également mes responsabilités au sein du Front National, c'est-à-dire que ce soit le bureau politique, la commission d'investiture. Je reste néanmoins adhérente, je suis adhérente à jour de cotisation. Comme je disais, je ne suis pas dans une rupture politique avec le Front National. Je continue de penser et d'être convaincue que les députés Front National et leurs alliés DLF seraient les mieux à même à l'Assemblée nationale de contrer la politique nocive d'Emmanuel Macron. Donc à partir de là, je reste adhérente. Et permettez-moi juste de vous poser une dernière question. Est-ce que cette décision, elle est irrémédiable, irrévocable, définitive? Non, elle n'est pas irrémédiable, je ne pense pas définitive. Je vous le dis franchement, j'ai pas de plan de carrière. Je suis pas en train de venir devant vous aujourd'hui avec le projet de revenir à tel moment. Je pense que je referai de la politique parce que c'est vrai que j'aime ça, parce que je pense que j'ai hérité du souci de mon pays, que je ne suis incapable d'être indifférente aux souffrances de mes compatriotes, pour y avoir été beaucoup confrontée d'ailleurs ces dernières années. Donc je pense que j'y reviendrai, mais pas immédiatement. J'espère en tout cas le temps de ce mandat avoir été à la hauteur des attentes de ceux qui m'ont fait confiance. J'espère avoir été digne de leur confiance. Et j'espère que demain, si je suis amenée à revenir, ils me redonneront cette confiance et ils me pardonneront d'une certaine manière le fait de m'être éloignée d'eux quelque temps. Comment voyez-vous votre avenir alors, Marion Maréchal? Dans l'idéal, je le vois en effet dans un cadre d'une petite entreprise. J'aimerais pouvoir basculer totalement dans le privé. Je vous dis, j'ai des pistes, pour l'instant rien de totalement définitif. Donc d'ailleurs, si ceux qui nous regardent ont des propositions à me faire, je suis tout à fait preneuse parce que j'ai pas une idée exactement précise de ce en quoi je vais me reconvertir, mais j'ai des envies très différentes et puis j'ai quelques qualités professionnelles, je pense que je peux mettre à disposition d'une nouvelle carrière. Merci beaucoup Marion Maréchal de nous avoir réservé cette exclusivité. Merci à vous. Et à bientôt. L'été est souvent propice à la lecture. Dans notre rubrique Orage de papier, Arnaud d'Anjou et la Nouvelle Librairie nous emmènent à la découverte de l'essai du Comité Invisible, l'insurrection qui vient. Rien ne manque au triomphe de la civilisation. Ni la terreur politique, ni la misère affective, ni la stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître, il est partout, mais il peut encore s'approfondir. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent et ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Le Comité Invisible est du côté de ceux qui s'organisent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orage de papier. Aujourd'hui, je vous présente L'insurrection qui vient, un petit pamphlet de 120 pages dont on sait qu'il reprend les thèses de la revue Tikkun, un groupe considéré comme à gauche. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre-là aujourd'hui? Ce petit livre ouvre des perspectives considérables. Il s'inscrit dans la liste des ouvrages qui traitent de la collapsologie, cette science à la mode qui traite en fait de l'effondrement des civilisations. Le constat de départ est simple, nous vivons dans un champ de ruines. Les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, et les deux sont remplacés par des machines.
dont le seul but n'est plus devenu que de faire de l'argent. Notre monde est celui de la séparation, de la perte de liens. Nous vivons en étrangers, étrangers au monde comme à nous-mêmes. La France est décrite comme la patrie des anxiolytiques, le paradis des antidépresseurs, la Mecque de la névrose et en même temps le champion européen de la productivité horaire. Ce constat, dont je vous donne seulement un bref aperçu, est décrit en 7 sections, en 7 chapitres, en 7 cercles, probablement une référence aux 9 cercles de l'enfer de Dante dans sa Divine Comédie. Ce livre a été très critiqué. Pour certains, son utopisme le rend inopérant dans les solutions qu'il propose et que je détaillerai par la suite. Pour d'autres, son anarchisme en font un repoussoir. Les solutions, venons-y justement. Dans ce système de la guerre de tous contre tous, les auteurs proposent de revenir à une certaine forme de vie communautaire. En effet, l'homme a vécu depuis les débuts de l'histoire et jusqu'aux années 1950 massivement en communauté. C'est-à-dire que les gens naissaient, vivaient et mouraient dans la même maison que leurs ancêtres où plusieurs générations se croisaient et se transmettaient leurs traditions. Or, avec la révolution industrielle et l'ère du capitalisme financier, l'homme s'est individualisé. Or, le règne et la toute-puissance de l'individu ont pris le pas sur ces anciennes formes de vie. D'abord avec la révolution industrielle, puis aujourd'hui à l'ère du capitalisme financier, le tout porté par l'idéologie libérale des droits de l'homme et des Lumières. Si les auteurs rêvent plus d'un communisme utopique que d'un retour aux traditions, ce texte est néanmoins important car il reprend la théorie du pas de côté. En effet, comment gagner contre le système dans une partie où le système en a défini les règles, les limites et l'arbitre. Plutôt que de s'évertuer et de perdre son énergie dans un combat qui ne peut être gagné, les auteurs proposent donc de recréer des communes, notamment en référence à la commune de 1871, de recréer des communes donc et de regagner une certaine autonomie face à ce système. La décomposition de toutes les sociétés globalisées est telle qu'il ne sert à rien, entre guillemets, de vouloir sauver tout le monde. Il faut commencer petit, commencer par se reconquérir soi-même. Cette lecture vaut vraiment le coup car, comme je vous l'ai dit, s'il y a à prendre ou à laisser, il permet de faire une certaine mise au point, de prendre un peu de recul par rapport aux combines partisanes de cette 5e République qui n'en peut plus de mourir. Vous l'aurez compris, cette lecture ne constitue pas une fin en soi, mais un début d'interrogation pour essayer de penser autrement de nouvelles solutions. Le principal enseignement qu'il faut en tirer, c'est que c'est à nous de créer des alternatives au système. Merci à tous, j'espère avoir donné envie à quelques-uns de lire ce livre et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Orage de papier. Et on se quitte aujourd'hui sur un dessin d'Ignace venant tout droit de Bistro Liberté. Macron à la peine dans les sondages en dépit de ses réformes. Dans ce cas, je vais réformer les sondages. Ici, la moue premier de classe, un poil boudeur de notre président de la République réalisé avec brio par Ignace. On vous remercie d'avoir suivi ce programme d'été. On se retrouve tout l'été sur TV Liberté. Et le JT revient très vite avec Olivier et Élise et Thibaut. Vous avez rendez-vous le 19 août prochain. À très vite.